Le président américain Donald Trump a averti le président vénézuélien de ne pas défier les États-Unis lors d'une conférence de presse. 6h12, eaux internationales au sud de la mer des Caraïbes. Un porte-avions américain naviguait sur un cap stable en pleine mer, opérant conformément au droit international, alors que les conditions météorologiques restaient calmes. La visibilité était excellente, et aucune activité inhabituelle n'avait été signalée le long de sa route. Cela a changé lorsque la situation, radar au sein du groupe aéronaval, a commencé à évoluer. Les opérateurs ont détecté 5 contacts de surface approchant depuis le secteur sud, se déplaçant sans signaux AIS et sans aucune identification électronique, tandis que leur vitesse et leur alignement suggéraient immédiatement une coordination plutôt qu'une coïncidence. À mesure que les données de suivi se précisaient, les contacts ont été identifiés comme des navires de guerre de la marine vénézuélienne, réduisant la distance dans une formation contrôlée indiquant une intention délibérée. Il n'y eut ni tir de sommation, ni échange radio public. Pourtant, l'atmosphère s'est tendue au sein du groupe aéronaval. Les niveaux d'alerte ont été relevés, les bâtiments d'escorte ont ajusté leur espacement et la couverture. Des capteurs a été étendu afin de capturer chaque manœuvre en temps réel. Le porte-avions lui-même n'a ni modifié sa route ni sa vitesse, non par hésitation, mais conformément à une doctrine destinée à éviter toute escalade inutile. Il ne s'agissait ni d'une erreur de navigation ni d'une patrouille de routine s'étant égarée. Le schéma correspondait à une rencontre navale de ce zone grise, où la pression est exercée sans franchir le seuil du conflit ouvert. À cet instant, la question n'était plus celle de la proximité, c'était celle de l'intention. S'agissait-il simplement d'une autre patrouille, ou du premier signal de quelque chose de bien plus délibéré? Restez avec nous, aimez la vidéo et abonnez-vous à Military Power, car ce qui se passe ensuite est essentiel pour comprendre pourquoi cette rencontre s'est déroulée de cette manière. Il est nécessaire de prendre du recul et d'observer les Caraïbes telles qu'elles existent aujourd'hui, non pas comme une simple zone de transit paisible, mais comme une région où les missions militaires, politiques et de maintien de l'ordre se chevauchent de plus en plus. Ces dernières années, les Caraïbes sont devenus un point focal des opérations de sécurité américaines, sous l'effet de 3 pressions parallèles. La première est la poursuite des activités de lutte contre le narcotrafic, alors que les routes maritimes de contrebande en provenance d'Amérique du Sud continuent d'évoluer et de s'adapter face aux efforts de répression. La deuxième concerne les frictions économiques et politiques liées aux sanctions et à l'isolement diplomatique, qui ont poussé certains acteurs régionaux à affirmer leur présence et leur visibilité en mer. La troisième est un effort plus large des États-Unis visant à maintenir la liberté de navigation et la stabilité régionale par une présence navale permanente, plutôt que par des déploiements ponctuels. Ces facteurs ont créé un environnement dans lequel navires de guerre, avions de patrouille, bâtiments commerciaux et moyens des forces de l'ordre opèrent à proximité les uns des autres, souvent au sein des mêmes couloirs maritimes. Lorsque la densité du trafic en mer augmente, le risque de mauvaise appréciation augmente également. Une manœuvre qui pourrait paraître routinière prise isolément peut acquérir une portée stratégique lorsqu'elle est exécutée à proximité d'une formation navale américaine majeure. Ce risque n'est pas théorique. Ces derniers mois, plusieurs rapports vérifiés ont mis en lumière des quasi-collisions, des manœuvres agressives et des niveaux d'alerte élevés, impliquant des aéronefs et des navires, militaires et civils dans l'ensemble de la zone, Caraïbes et de l'espace aérien environnant. Ces incidents soulignent une réalité simple. Lorsque des forces opèrent à proximité les unes des autres dans un contexte de tension politique, la marge d'erreur se réduit rapidement. C'est dans ce contexte que le concept de confrontation de zone grise devient essentiel à comprendre. Une rencontre en zone grise se produit lorsqu'un acteur exerce une pression sans franchir le seuil juridique ou militaire qui justifierait une riposte armée immédiate. Aucun coup de feu n'est tiré. Aucune arme n'est verrouillée. Aucun avertissement formel n'est émis. L'intention est plutôt transmise par le positionnement, la vitesse, la formation et le silence. Cette forme de confrontation est souvent plus dangereuse qu'un conflit direct, car elle prospère dans l'ambiguïté. Dans un engagement conventionnel, les règles sont plus claires et les réponses prédéfinies. Dans la zone grise, chaque action est sujette à interprétation. Et une seule erreur d'appréciation peut entraîner des conséquences bien au-delà de ce que l'une ou l'autre partie avait initialement envisagé. S'approcher d'un navire de guerre sans action hostile, en particulier en eau internationale, exploite précisément cette ambiguïté. Cela oblige le commandant adverse à choisir entre l'escalade et la retenue, en sachant que chacune de ces décisions sera examinée sous l'angle politique,
juridique et stratégique. Tirer trop tôt fait perdre toute légitimité. Attendre trop longtemps peut donner l'impression que la dissuasion s'affaiblit. C'est pourquoi ces rencontres ne portent pas sur la supériorité de la puissance de feu. Elles portent sur le contrôle du tempo, de l'information et de la perception. La partie qui documente chaque mouvement, maintient la discipline et façonne le récit a posteriori obtient souvent un avantage à long terme, même si aucune action visible ne se produit sur le moment. Dans ce cas précis, l'attention se détourne des spéculations pour se concentrer sur l'exécution en mer. Ce qui comptait alors n'était ni la rhétorique, ni la posture à distance, mais la manière dont les deux camps manœuvraient à mesure que la distance continuait de se réduire, que le silence restait intact et que chaque décision était enregistrée en temps réel. Parce qu'à partir de ce moment, la confrontation n'était plus définie par la politique régionale. Elle l'était par ce qui se déroulait, minute après minute, à la surface de la mer. À mesure que la situation évoluait sur l'eau, le comportement des 5 navires de guerre vénézuéliens devenait de plus en plus difficile à considérer comme une simple navigation de routine. Ils ne se sont pas dispersés. Ils n'ont pas maintenu des routes parallèles. Au contraire, ils ont avancé selon une formation convergente, resserrant progressivement leurs angles de progression, tout en restant silencieux sur l'ensemble des canaux de communication Maritime Standard. Aucun signal AIS n'était actif. Aucune réponse de passerelle à passerelle n'a été transmise. D'un point de vue de navigation, ce silence était lourd de sens. Dans des eaux internationales fréquentées, des équipages navals professionnels signalent, normalement, clairement leurs intentions afin d'éviter toute confusion. Ici, l'intention était communiquée uniquement par le mouvement. Les 5 navires n'ont pas foncé en avant de manière incontrôlée. Leur vitesse était mesurée. Leur espacement était délibéré. Chaque ajustement de cap réduisait la distance latérale et augmentait la pression psychologique, donnant l'impression d'un filet qui se referme plutôt que d'un simple transit. Ce n'est pas ainsi que se comportent des bâtiments qui se contentent de partager la même route maritime. Une comparaison simple permet de clarifier le danger. C'était comme un véhicule sur une autoroute qui se rapproche progressivement, à grande vitesse sans clignotant, sans jamais changer de voie ni freiner, mais en laissant clairement entendre que tout mouvement brusque provoquerait une réaction. Le risque ne vient pas de l'impact, il vient de l'incertitude. Ce qui rendait la situation encore plus grave était le niveau de discipline affiché. Ce n'étaient pas des manœuvres erratiques de la part d'équipages inexpérimentés. La formation vénézuélienne a conservé dans le temps sa cohérence, ses espacements et son alignement, ce qui suggérait un commandement centralisé et des instructions claires, plutôt qu'une action spontanée de capitaines agissant individuellement. Cette discipline à elle seule excluait l'hypothèse d'un malentendu, ou d'un navire isolé, agissant de manière indépendante. Au fil des minutes, la distance a continué de se réduire. Les données de suivi montraient que l'écart se refermait à moins de 5000 nautiques, une portée à laquelle l'identification visuelle devient évidente et où l'espace de manœuvre se resserre rapidement. À 5000 nautiques, ce n'est pas une zone tampon. C'est un seuil. À l'intérieur de cette distance, les décisions ont des conséquences immédiates et les fenêtres de réaction se réduisent. De part et d'autre de l'eau, rien n'explosait. Aucune alarme ne retentissait. Pourtant, la tension montait régulièrement, minute après minute, parce que les deux camps comprenaient la même vérité. À cette distance, chaque degré de cap comptait. Chaque nœud de vitesse comptait. Le silence lui-même devenait une forme de communication. Pour les navires vénézuéliens, maintenir cette approche permettait d'exercer une pression, sans déclencher de réponse automatique. Pour le groupe aéronaval américain, cela imposait la retenue sans pour autant céder le contrôle. Aucun des deux camps n'avait franchi de ligne, mais tous deux opéraient suffisamment près pour sentir la limite sous leurs quilles. C'est là la caractéristique déterminante du comportement en zone grise en mer. Il repose sur la proximité plutôt que sur la puissance de feu, sur la discipline plutôt que sur le chaos, et sur une ambiguïté calculée plutôt que sur une agression ouverte. Le danger ne réside pas dans ce qui se produit, mais dans la facilité avec laquelle la situation pourrait devenir tout autre. Au moment où la formation se stabilisa à l'intérieur de cette enveloppe étroite, la rencontre entra dans une phase critique. La question n'était plus de savoir si l'approche était intentionnelle. Cela était désormais évident. La véritable interrogation portait sur la suite. S'agissait-il du point culminant, d'une manœuvre de pression conçue uniquement pour observer puis se retirer, ou bien de la mise en place d'une action ultérieure, une fois les réactions mesurées et enregistrées? Car en mer, dans des moments comme celui-ci, ce qui ne se produit pas peut être tout aussi révélateur que ce qui se produit. Alors que les 5 navires de guerre vénézuéliens continuaient d'opérer à l'intérieur d'une enveloppe
de plus en plus resserrée, la réaction du groupe aéronaval américain alla l'encontre de la logique du spectacle et des attentes. L'essentiel ne résidait pas dans ce que le porte-avions faisait, mais dans ce qu'il refusait délibérément de faire. Il conserva son cap, sa vitesse et son axe avec une constance maîtrisée, non comme un geste de retenue, mais comme une affirmation de doctrine. Ce choix n'était pas de l'hésitation, c'était de la doctrine. Au sein des opérations navales américaines, les approches ambiguës en eau internationale sont traitées selon un cadre conçu précisément pour éviter le type d'escalade que des adversaires peuvent chercher à provoquer. Modifier sa route sous la pression a des conséquences. Virer de bord peut être présenté comme une retraite. Se diriger vers l'autre partie peut être perçu comme une provocation. En maintenant sa trajectoire initiale, le porte-avions neutralisait simultanément ces deux récits. Autour du porte-avions, le reste du groupe aéronaval commença à s'ajuster, mais pas d'une manière visible à l'œil nu. Les destroyers et les croiseurs élargirent leur écran de protection par un espacement calculé plutôt que par des manœuvres spectaculaires. Le recouvrement des capteurs s'est accru. Les angles morts ont été réduits. La qualité du suivi s'est affinée. La formation ne s'est pas resserrée sous l'effet de la panique. Elle s'est optimisée pour la connaissance de la situation. Chaque mouvement des navires vénézuéliens a été capturé en temps réel. Les changements de cap ont été consignés. Les ajustements de vitesse horodatés. La géométrie de la formation a été cartographiée en continu et recoupée à travers plusieurs systèmes. Il ne s'agissait pas d'une observation passive. C'était une documentation active. Dans les confrontations navales modernes, la donnée est un levier, et le levier commence par un enregistrement qui ne pourra pas être contesté ultérieurement. Fait crucial, le groupe aéronaval a évité toute signalisation publique. Aucun défi diffusé pour provoquer une réponse. Aucun avertissement visible destiné à des audiences extérieures. Les communications sont restées internes, procédurales et disciplinées. Dans les rencontres de zones grises, la retenue dans le message est souvent aussi importante que la retenue dans la manœuvre, car chaque mot transmis devient lui-même une composante de la confrontation. La décision de ne pas réagir de manière visible a été centrale pour garder le contrôle de l'interaction. Dans les tactiques de pression en mer, la réaction est souvent l'objectif. Une manœuvre brusque, un avertissement public ou une posture agressive peuvent être revendiqués comme un succès par la force approchante, indépendamment de l'issue tactique réelle. En refusant cette réaction, le groupe aéronaval a privé son vis-à-vis du gain psychologique qu'il pouvait rechercher. Cette retenue ne doit pas être confondue avec de la vulnérabilité. Le groupe aéronaval disposait, à chaque étape de la rencontre, de capacités défensives et offensives écrasantes. L'absence d'action ne traduisait pas un manque d'options. Cela reflétait une décision de ne pas engager ces options inutilement. Une puissance préservée est une puissance maîtrisée. L'avantage de l'US Navy dans des moments comme celui-ci tient autant au processus qu'aux plateformes. Les règles d'engagement définissent avec précision ce qui constitue une intention hostile. Des procédures normalisées régissent la manière dont les contacts ambigus sont classifiés et suivis. Ces systèmes existent pour empêcher que des jugements individuels n'entraînent des nations entières dans une crise. Lorsqu'ils sont appliqués correctement, ils transforment l'incertitude en structure. En maintenant son cap, le porte-avions a transféré l'entière responsabilité de l'escalade à la force qui approchait. Toute réduction supplémentaire de la distance, toute manœuvre plus agressive ou tout signal explicite aurait clairement émané d'un seul camp. Cette clarté est essentielle, en particulier en eau internationale, où la légitimité juridique et le récit stratégique perdurent bien après que les navires se sont séparés. C'est ainsi que l'escalade est maîtrisée sans renoncer à la dissuasion. Le porte-avions n'avait pas besoin d'affirmer sa domination. Sa présence continue le faisait silencieusement. Les bâtiments d'escorte n'avaient pas besoin de défier publiquement. Leurs capteurs répondaient déjà à toutes les questions essentielles. À mesure que les minutes passaient, la rencontre demeurait indécise en surface, mais de plus en plus définie sous celle-ci. Le porte-avions avançait régulièrement. Les escortes observaient sans interruption. Les données s'accumulaient discrètement, formant une image complète de l'intention, de la discipline et du contrôle du commandement du camp adverse. Dans les opérations navales modernes, le silence n'est pas une absence. C'est un outil. Il préserve la légitimité. Il prive la propagande de prise. Cela maintenait les responsabilités clairement définies. Et lorsqu'elle est associée à une conscience situationnelle écrasante, cette approche devient une forme de pression qui n'a pas besoin de la force pour être efficace. Au moment où la situation entrait dans sa phase suivante, une réalité était déjà établie.
Le groupe aéronaval n'avait pas été contraint de réagir. Il avait choisi la manière dont la rencontre allait se dérouler. Et cela soulevait une question bien plus troublante que n'importe quelle démonstration de puissance de feu. À une époque où chaque mouvement est suivi et chaque décision jugée, le silence discipliné pourrait-il être la contre-attaque la plus décisive qu'une marine puisse délivrer? Alors que la situation de surface se resserrait, le centre de gravité se déplaça discrètement vers le ciel. Depuis le pont d'envol du porte-avions, Unitude, Hawkeye fut lancé afin d'étendre la perception au-delà de l'horizon et de constituer une image tactique complète que les seuls capteurs de surface ne pouvaient fournir. Le rôle du Hawkeye n'était pas spectaculaire, mais il était déterminant. Évoluant en orbite à haute altitude, il fonctionnait comme un nœud de commandement aéroporté, collectant des données radars sur un large secteur et les réinjectant dans le réseau du groupe aéronaval. Ces informations n'existaient pas isolément. Elles étaient fusionnées avec les pistes radars de surface, les données de surveillance électronique et les informations de navigation des bâtiments d'escorte, créant une vision stratifiée de la rencontre qui réduisait l'incertitude. À chaque rotation de l'appareil, de cette fusion émergea une chose, la clarté. La formation vénézuélienne pouvait désormais être évaluée non seulement en fonction de sa position, mais aussi de sa manière de manœuvrer. La géométrie des routes révélait l'intention. La constance des vitesses suggérait une planification. L'espacement entre les navires témoignait de la discipline. Il ne s'agissait pas de traces aléatoires apparaissant et disparaissant au gré de la couverture radar. Ils formaient des schémas cohérents qui se déployaient dans le temps. Expliqué simplement, le Hawkeye permettait au commandant de voir la situation comme les contrôleurs aériens voient un ciel encombré. Au lieu de réagir à des contacts isolés au moment où ils apparaissaient, le groupe aéronaval pouvait observer l'ensemble des flux de mouvement, identifier les anomalies et anticiper la direction que prenaient ces mouvements. Cette différence est essentielle. Une patrouille de routine tente à conserver des routes prévisibles et des spacements constantes. Une approche délibérée, en revanche, se révèle par la convergence, la synchronisation et le timing. Les données ont confirmé que les navires vénézuéliens ne se contentaient pas de partager les mêmes eaux. Leur trajectoire se croisait de manière à réduire les options de manœuvre latérales, tandis que leur vitesse était ajustée pour préserver la cohésion de la formation plutôt que pour maximiser l'efficacité du transit. Ces seuls indicateurs suffisaient à distinguer la rencontre du trafic naval normal. À ce stade, la posture de l'US Navy a évolué de façon subtile mais significative. Le groupe aéronaval ne se contentait plus d'observer les événements au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Il les anticipait. Chaque mise à jour affinait les prévisions. Chaque donnée réduisait l'incertitude. La rencontre était façonnée non par des mouvements visibles, mais par une attente éclairée. C'est ici que l'avantage technologique se traduit directement en levier stratégique. Voir plus tôt ne signifie pas agir plus vite. Cela signifie comprendre l'intention avant qu'elle ne devienne action et choisir des réponses, fondées sur la certitude plutôt que sur la réaction. Une fois la situation aérienne pleinement établie, la différence entre une présence de routine et une pression délibérée n'était plus une question d'interprétation. Elle était mesurable. Crucialement, ce niveau de connaissance de la situation permit au groupe aéronaval de dissocier la proximité de la provocation. La distance, à elle seule, ne définissait pas la menace. Le comportement, oui. Une patrouille de routine se signale par sa constance. Une approche intentionnelle se révèle par ses ajustements. À mesure que chaque mouvement était suivi et replacé dans son contexte, l'ambiguïté se dissipait progressivement. Une fois la situation stabilisée sous une surveillance complète, l'étape suivante fut préparée avec le même soin. La doctrine privilégie une présence en couches successives. D'abord la connaissance, zatem la confirmation, et seulement ensuite la visibilité. Plutôt que d'escalader de manière visible depuis le porte-avions lui-même, l'attention se porta sur une plateforme conçue pour l'observation rapprochée et la signalization flexible. Ce choix était délibéré. Un aéronef à voilure fixe avait déjà établi le contrôle de l'environnement élargi. Il revenait désormais à un moyen à voilure tournante de gérer la dynamique immédiate de surface. En contrebas, sur le pont d'envol, les préparatifs commencèrent pour le lancement d'un MH-60 Seahawk. Il ne s'agissait pas d'une démonstration de force. C'était une transition calibrée, passant d'une conscience lointaine à une observation directe. Le timing comptait, le message comptait, et la méthode comptait plus que tout. Car une fois le Seahawk en l'air, la rencontre passerait de la prédiction à la présence, de l'évaluation silencieuse à une visibilité sans équivoque. Ce qui suivrait déterminerait
Si la manœuvre de pression s'achèverait, discrètement ou basculerait vers une nouvelle phase, la décision de déployer le MH-60 Seahawk fut exécutée avec précision et retenue, reflétant un choix délibéré d'influencer la rencontre sans l'escalader. Sur le pont d'envol, les préparatifs restèrent routiniers et maîtrisés, sans aucun signe visible suggérant une transition vers des opérations de combat. L'hélicoptère décolla en douceur, gagnant une altitude stable avant de se diriger vers la zone de contact, selon une trajectoire mesurée, évitant toute impression d'agressivité. La mission principale du Seahawk n'était pas de menacer, mais d'observer et de documenter. Ces capteurs étaient optimisés pour la surveillance maritime, permettant aux équipages de capturer des images haute résolution, de suivre les mouvements des navires et de confirmer les identifications sans réduire inutilement les distances. Dès le départ, l'appareil maintint une distance de sécurité, restant clairement visible pour les bâtiments vénézuéliens, tout en demeurant bien en dehors de toute zone pouvant être interprétée comme une approche hostile. Cet équilibre était intentionnel. La visibilité compte dans les confrontations de zones grises. Un observateur invisible suscite la spéculation. Une plateforme clairement visible communique la certitude. La présence du Seahawk signalait que la rencontre ne se limitait plus au seul suivi de surface. Elle était désormais observée depuis les airs, chaque manœuvre étant enregistrée et horodatée dans le cadre d'un dossier opérationnel permanent. La communication suivit la même logique de retenue. Il n'y eut ni diffusion provocatrice ni avertissement public destiné à des audiences extérieures. À la place, des messages radio-maritimes, standards et des signaux visuels sans équivoque indiquèrent clairement que la situation faisait l'objet d'une surveillance continue. Ce n'étaient pas des menaces, c'étaient des confirmations. Le message était simple et difficile à ignorer. Les mouvements étaient observés, évalués et conservés. À ce moment-là, la dynamique commença à évoluer. Du point de vue vénézuélien également, le calcul changea. Approcher en silence peut exercer une pression tant que l'ambiguïté subsiste. Cette ambiguïté disparaît dès lors que l'observation devient explicite. Avec une plateforme aéroportée au-dessus de la zone, la marge d'interprétation s'est considérablement réduite. Toute nouvelle convergence, toute manœuvre soudaine ou toute tentative de mise à l'épreuve des distances serait désormais enregistrée sous plusieurs angles et analysée à l'aune de schémas de comportement établis. Progressivement, des changements subtils sont apparus dans la situation de surface. La géométrie jusque-là serrée de la formation vénézuélienne a commencé à se relâcher. Les routes se sont ajustées vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Les vitesses se sont normalisées. Les vecteurs convergents qui avaient défini la rencontre ont cédé la place à des mouvements parallèles, dissipant le sentiment d'encerclement qui s'était construit auparavant. Ces évolutions ne se sont pas produites simultanément. Elles se sont déployées de manière incrémentale, navire après navire, suggérant une direction coordonnée plutôt qu'un retrait spontané. À mesure que la formation s'élargissait, la pression immédiate sur le groupe aéronaval s'est relâchée sans qu'aucune manœuvre agressive ne soit nécessaire en réponse. Le Seahawk est resté en station tout au long de cette transition, maintenant une altitude et un espacement constants, tout en continuant de documenter le désengagement en cours. L'appareil n'a ni poursuivi ni serré les navires en retrait. Il s'est contenté d'observer, s'assurant que le changement était réel et durable, et non temporaire. Finalement, les bâtiments vénézuéliens ont modifié leur cap de manière décisive, augmentant la séparation et s'éloignant de la route du porte-avions. Aucune arme n'a été activée. Aucun tir de sommation n'a été effectué. Aucune mesure d'urgence n'a été requise. La rencontre s'est conclue non par le bruit ou le spectacle, mais par le rétablissement de la distance et la clarification de l'intention. Ce résultat n'était pas le fruit du hasard. C'était le produit d'une escalade maîtrisée et d'une signalisation disciplinée. En introduisant un observateur aérien au moment opportun et de manière appropriée, les États-Unis ont transformé l'ambiguïté en clarté sans provoquer de confrontation. La pression initialement exercée sur le groupe aéronaval s'est inversée, non par la force, mais par la certitude. Dans les opérations de zone grise, la victoire est rarement définie par une action spectaculaire. Elle se définit par celui qui contraint l'autre à s'ajuster le premier. Dans ce cas, l'ajustement était sans équivoque. La formation vénézuélienne s'est désengagée. Le porte-avions a poursuivi sa route initiale et l'équilibre stratégique est resté inchangé. La rencontre s'est achevée exactement là où la doctrine américaine prévoit que ce type de situation doit se conclure. Le contrôle a été maintenu, l'escalade évitée et un compte-rendu clair a été préservé, démontrant que la puissance navale moderne ne se mesure pas uniquement aux armes embarquées, mais aussi à la discipline consistant à utiliser la présence et
L'information pour façonner. Les résultats sans tirer un seul coup de feu. Des premiers contacts radar au désengagement final. Cette rencontre a suivi une trajectoire clairement définie. 5 navires de guerre vénézuéliens ont réduit la distance dans le silence. Le groupe aéronaval américain a maintenu son cap, élargi sa connaissance de la situation et documenté chaque mouvement. Les capteurs aéroportés ont complété le tableau. Un Seahawk a rendu l'observation incontestable. La formation s'est desserrée, les distances ont été rétablies. Aucun coup de feu n'a été tiré et le contrôle n'a jamais changé de main. La leçon est simple. La puissance américaine en mer ne se définit pas uniquement par les missiles, les aéronefs ou le tonnage. Elle repose sur la discipline, la doctrine et la capacité à maîtriser l'escalade sans perdre en crédibilité. À une époque où une seule erreur de calcul peut déclencher une crise plus large, la capacité à exercer une pression par la retenue n'est pas une faiblesse. C'est une forme de maîtrise. C'est pour cette raison que l'US Navy demeure une force de stabilisation. Les groupes aéronavals ne sont pas seulement des outils de guerre. Ce sont des instruments de dissuasion, conçus pour empêcher le conflit en rendant les résultats prévisibles et les conséquences claires. La technologie rend cette mission possible, mais ce sont l'entraînement et le jugement qui la rendent efficace. Des rencontres de ce type se poursuivront, à mesure que la compétition en zone grise s'étendra, dans les eaux contestées, et lorsqu'elles se produiront, les porte-avions américains resteront là où ils doivent être, constants, légitimes et maîtres de la situation, pour suivre comment la puissance, la discipline et la doctrine américaine façonnent la stabilité mondiale. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à Aztec.